Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est un petit montage de ce qu'on s'est dit sur Twitch à propos de Spider-Man Across the Spider-Verse. J'ai été un très grand fan de Spider-Man Into the Spider-Verse, un très bon film. Je trouve qu'il a amené beaucoup de fraîcheur et au film de super-héros et à la question de Miles Morales, au traitement des multiverses. On l'a vu plus tard par exemple dans Everything Everywhere All at Once, alors que Marvel est toujours les pieds bien emmêlés dans cette question du multiverse. Il y a aussi un vent de fraîcheur dans l'animation pure, hein, avec des techniques, avec des façons de penser, le décalage entre plusieurs personnages en se disant qu'il n'y a plus la règle absolue de tout animer de la même façon, qu'on peut animer les personnages différemment, y compris en termes de rythme, y compris en termes d'images par seconde, y compris en termes de fluidité, qu'on peut même aller chercher d'autres styles graphiques au-delà de la question de l'animation. Et tout ça en arrivant à en faire un univers cohérent, ça a amené énormément Spider-Man Into de Spider-Verse. Donc évidemment, moi j'étais très hypé, j'attendais celui-là avec grand plaisir, avec grande hâte. Et bah écoutez, ce matin, on y était. Le petit détail, je le savais déjà, mais il est encore plus important par rapport au film que je suis allé voir ce matin, et ça je vous en parlerai après, c'est que on nous a prévu deux suites. Donc Across the Spider-Verse, dont on va parler tout de suite, et Beyond the Spider-Verse, dont je crois qu'il devrait sortir l'année prochaine ou dans 2 ans. You have a choice between saving one person and saving every world. Par où commencer pour vous dire mon avis? Bon, déjà, c'est trop bien, c'est super. Visuellement, c'est d'une richesse incroyable, encore plus que le premier. Alors que j'avais un petit peu peur qu'il y ait une idée de recette à refaire. Ils sont allés chercher des nouveaux styles graphiques, notamment en faisant quelque chose de différent du premier, plutôt que d'amener plusieurs personnages différents, graphiquement différents, animés différemment, avec des caractères différents, avec des façons de penser différentes, des façons d'agir, des armes, etc. différentes. Dans le monde de Miles, là, on envoie Miles dans tout un tas de mondes, rencontrer des Spider-Man différents, voire même le monde des Spider-Man. Il y a un monde avec plein de Spider-Man. Donc voilà, je vous en dis pas trop plus, mais du coup, visuellement, déjà, une claque absolue, c'est trop cool, c'est trop bien, c'est hyper chouette à voir, c'est très jouissif. Et quelque chose d'assez rare pour moi, c'est que j'ai beaucoup de mal, du coup, à analyser tellement il se passe de choses, à mettre le cerveau analytique en route, tellement je suis premier degré en mode «Ah, Hugo, c'est trop beau, ah, c'est cool, ah, c'est marrant». Et point barre, peut-être qu'il faudrait que je le mate une deuxième fois ou quoi pour avoir des avis un peu plus analytiques sur la mise en scène. Mais voilà, visuellement, c'est trop cool. Et puis thématiquement, on a un truc très intéressant qui est un petit peu abordé dans la bande-annonce sans vraiment nous le dire. C'est-à-dire que je me rendais pas compte que c'était vraiment ça. Et en même temps, maintenant que j'ai vu le film, je fais «Ah, dans la bande-annonce, ils disent tout». Mais vu que je me rendais pas compte avant, c'est bien qu'ils disent précisément ce qu'il faut sans en dire plus. C'est un nouveau rapport thématique à non pas apprendre à prendre ses responsabilités, à devenir adulte, etc. Même si évidemment c'est toujours là, c'est toujours un personnage d'adolescent. Il n'a qu'une année de plus, il a 15 ans là, Miles, il se débat encore avec des problèmes d'adolescent, avec l'école, avec son rapport au retard, un thème qu'on connaît beaucoup dans Spider-Man, avec le problème de devoir gérer des doubles, des triples vies, d'avoir un boulot, l'école ou l'université pour certains films ou certaines histoires Spider-Man, et puis... et puis son rôle de Spider-Man qui prend beaucoup de temps, qui fait qu'on doit se cacher, qui fait qu'on doit mentir, qu'on est toujours à jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Donc ça, on retrouve ça, mais traité un petit peu différemment. Et notamment à travers la question de qu'est-ce qu'on attend de moi et est-ce que j'ai envie d'accepter ce qu'on attend de moi. Et il y a vraiment un truc dans ce film-là, j'essaye de pas trop vous spoiler, mais il y a vraiment quelque chose dans ce film-là du rapport à qu'est-ce que devrait être un Spider-Man. Moi, j'y vois, alors, donc, qui est évidemment méta de fait et qui est très méta dans le film. Il y a un rapport à qu'est-ce qui doit constituer l'histoire et la vie d'un Spider-Man et qu'est-ce qui ne doit pas en faire partie. Et donc une forme de rapport au destin, à quelque chose de déterminé dont on ne peut pas échapper ou à minima dont on ne doit pas échapper. Ce qui est une question aussi intéressante, hein, de dire que la question de ce qui est déterminé, ce n'est pas ce qui n'est pas possible d'arriver, c'est ce qui ne doit pas arriver, ce qu'il faut éviter à tout prix, etc. Donc ça, c'est thématiquement assez intéressant. Et puis, il y a vraiment un rapport à ce Spider-Man n'est pas comme les autres. Et même si on a des Spider-Man de plein d'horizons différentes, il y a toute une scène, notamment avec sa mère,
sur ce qu'elle souhaite pour lui, ce qu'elle entend de lui, et pas tellement dans une question de devoir ou de responsabilité précise, mais par rapport à le monde qui va être un adversaire et qui va lui faire croire régulièrement, surtout s'il arrive à atteindre des entre guillemets, plus hautes sphères, au moins académiques, qu'il n'a pas sa place ici et qu'il ne doit jamais accepter ce discours-là. Et il y a quand même quelque chose sur la question des minorités aux États-Unis, même si le film le dit jamais, mine de rien, c'est un personnage qui va devoir vivre ça, qui est un personnage et, euh, et afro-américain et latino-américain. Il y a pour moi une petite déception dans le fait que je vous ai dit juste avant qu'on regarde la bande-annonce qu'il y a déjà une suite de programmée. Ça n'a pas l'air d'être construit tout à fait comme une trilogie, c'est-à-dire que ça a l'air d'être plutôt d'être construit comme une suite en deux parties. On a l'habitude ces dernières années d'avoir, notamment quand il s'agit d'adaptation, d'avoir des histoires, en tout cas des choses qui étaient notamment en livre, mais pas que, en un tome, un volume, une seule partie, séparée en deux pour des questions de temps, pour des questions de choses à y mettre. Et en soi, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'au moment où arrive la fin de ce film-là, elle est très 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 abrupte. On a vraiment le rapport à un cliffhanger de série de waouh, mais non, en fait, on s'attendait complètement à rentrer dans le dur à ce moment-là, et c'est là-dessus qu'on s'arrête. Alors oui, ça nous donne évidemment beaucoup plus envie d'aller voir le troisième parce qu'on est très frustré. Mais en même temps, moi, ça me gâche un peu ce film-là où j'ai l'impression que c'est un film pas tout à fait complet, pas tout à fait fini. Il y a quelque chose dans l'arc de transformation de Miles qui est là. En tout cas, en fait, c'est très bizarre. On est arrivé à un arc de transformation, mais on ne lui a pas laissé l'espace de nous prouver qu'il avait changé. On a juste montré un petit peu le début des graines de son changement. On comprend vers quoi est son changement, notamment parce qu'il y a une scène qui l'incarne un petit peu de discussion là encore avec sa mère, pour répondre à celle d'avant. Mais il l'incarne pas tout à fait, et notamment pas dans une façon de se battre, d'aller lutter contre l'ennemi, de sauver la ville, slash le monde, slash l'univers, slash les multivers. Donc c'est aussi un peu frustrant. Il y a aussi le personnage de Gwen qui est vraiment beaucoup plus mis en avant que dans le premier, qui a même toute une introduction du film qui pourrait quasiment être un court-métrage sur son histoire à elle, beaucoup plus traitée que d'habitude, qui doit durer un quart d'heure, 20 minutes, qui a d'ailleurs un visuel très cool avec une façon de coloriser ça un peu coup de pinceau et tout ça, que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment très chouette. En mise en scène, on a ce qui est capable de donner l'animation, c'est-à-dire des plans qu'on pourrait pas faire en vrai et qui sont déments. Je pense à une discussion entre Miles et Gwen, justement, où ils se baladent d'immeuble en immeuble, ils se balancent dans les fils, etc. Mais en fait, la caméra a l'air très calme et très fixe sur eux. Eux ne bougent pas au milieu de ça, et finalement, c'est tout le décor qui défile derrière eux parce qu'ils sont en train de faire des acrobaties, mais la façon de le montrer est très sobre et très singulière. Moi, je trouve aide beaucoup. Il y a évidemment des mouvements de caméra un peu dingos, on va suivre Miles autour d'un train, par exemple, ou dans son rapport à la ville. Un peu ce qu'il y avait déjà dans le premier, c'est-à-dire de montrer que Spider-Man ayant un rapport au 3D, à la hauteur très différente d'une autre, le fait qu'il se pende parfois la tête en bas, etc., on a comme ça des cadres où on est avec lui, où il est droit, entre guillemets, sa tête est vers le haut, son corps, ses pieds sont vers le bas, mais la ville est dans l'autre sens, ou est sur le côté, etc. Donc on a tout un tas de rapports de cadres et de rapports spatiaux comme ça, hyper jolis, hyper agréables à voir, et je trouve encore plus intelligemment fait que dans le premier. Donc d'un point de vue créatif, visuel, c'est vraiment pas du tout une déception. C'est probablement un des trucs les plus fous qu'on va voir cette année visuellement. C'est vraiment dingue, c'est vraiment chouette. Mais d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue d'histoire, je suis un peu sur ma faim. Parce que bah, j'ai l'impression d'avoir assisté à une histoire pas finie. On a un méchant qui est très intéressant, qui est très chouette, qui est dans sa façon d'attaquer notre personnage et de le mettre en danger, très original. Dans son évolution aussi, parce que le méchant évolue notamment dans son niveau de menace, mais pas simplement dans le niveau de menace qu'il fait peser sur le monde ou sur Spider-Man, mais vraiment sur le niveau de menace dont il est capable, ses capacités, son rapport à sa mission qu'il s'est donnée, à ce qu'il veut faire, etc.
qu'on a un méchant qui est très intéressant, que ce soit visuellement ou narrativement, ça je le trouve très cool. Et en même temps, bah, là aussi, on n'a pas d'affrontement final, puisque visiblement ce sera tout le sujet du troisième film de la trilogie. On a des versions tout du long d'histoires qu'on connaît déjà de Spider-Man, de petits trucs, du beau-père policier, de ta copine dont le père est policier qui te poursuit, de choses comme ça et tout. Qui est un peu voilà, très méta sur la question du Spider-Man. Et je vais essayer de pas trop vous dire ce qui se passe dans le film, mais au-delà du méta sur Spider-Man, moi je trouve qu'il y a un méta sur l'adaptation en ce moment en général, qui est on a le droit de s'en détacher en fait. On n'est pas obligé d'être fidèle, on n'est pas obligé de faire ce qu'on nous a dit, on n'est pas obligé de faire ce qu'on attend de nous. Et c'est bon, soyons créatifs en fait. Faisons, comme il dit dans la bande-annonce, I'm gonna do my own thing. Je vais faire mon propre truc. Bah, faisons notre propre truc en fait. C'est aussi ça l'adaptation. C'est aussi ça la version quoi. Et à un moment donné, si c'est adapter quelque chose qu'on a déjà vu pour faire exactement ce qu'on a déjà vu, est-ce qu'il y a de la richesse là-dedans? Est-ce qu'il y a du sens là-dedans? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que artistiquement ça propose quelque chose? Et vraiment, le film a l'air de nous dire que c'est ça qui est une très mauvaise idée. Donc, je sais pas comment dire, ouais, il y a un sentiment de frustration d'avoir vu que des choses trop cool et de pas avoir eu le droit à la fin de l'histoire, quoi. Et d'être un peu suspendu comme ça. Et malheureusement, la différence avec un cliffhanger de série, c'est qu'on peut pas se lancer l'épisode d'après, quoi. On va devoir attendre, et pas une semaine, on va devoir attendre un bon moment. Donc voilà, c'est à peu près tout sur Spider-Man Across the Spider-Verse. C'était trop bien. C'était trop bien, mais petite virgule, petit bof de frustration. Mais bon, finalement, est-ce que c'est si grave d'être frustré? On ira voir le 3 et puis un jour on aura le plaisir de se faire des marathons en se matant la trilogie chez soi et ce sera trop bien. Voilà. Salut, à très vite, ciao.